Naître et grandir au féminin, se marier, plaire à son époux et faire des enfants. Pour bien des femmes au monde, le mariage n'est pas l'aboutissement d'une relation amoureuse, mais une obligation sociale, morale et religieuse. J'ai fait comme on fait chez les Hmong. J'ai kidnappé ma femme et elle a dû m'épouser. Le jour de mon mariage, j'étais heureuse parce que se marier, c'est ce qu'il y a de plus important pour une fille. Quand une femme accepte d'être kidnappée par un homme et qu'elle passe 3 jours avec lui, elle n'a plus le choix, elle doit le marier. J'ai été trompée. On m'avait dit de venir garder des enfants. Ensuite, on m'a fait comprendre que j'avais été donnée en mariage. J'étais encore petite, j'ai dit « Moi, je suis juste venue garder les enfants. » Et je me suis mise à pleurer. Pourquoi as-tu tant de peine? Je ne sais pas quoi dire. J'ai beaucoup souffert quand j'étais chez ma mère et elle aussi a souffert. C'est peut-être parce qu'elle était mal prise qu'elle s'est débarrassée de moi. Elle m'a fait du mal. C'est peut-être parce qu'elle n'en pouvait plus, ma mère. Elle ne travaille pas, ma mère, elle va juste aider les gens, elle fait du tricot. C'est comme ça qu'elle réussit à faire vivre mes petits frères. Peut-être pour se décharger d'un poids de plus, il a fallu qu'elle me donne. Odette n'a été ni donnée ni kidnappée. Elle et François, son conjoint, sont coopérants avec le CECI, le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Ils se sont connus pendant leurs études, se sont découverts des intérêts communs et ils ont décidé de faire route ensemble pour le meilleur et pour le pire. Dans quelques jours, ils s'envoleront vers le Népal pour un deuxième séjour de 4 ou 5 ans. La première fois qu'on est parti, c'était... On commençait notre relation, on avait 25 ans. On était, entre guillemets, partis pour la gloire. Et puis, c'est ça, on partait de notre première expérience de vie vraiment ensemble. C'était dans un contexte très difficile, très isolé, exposé à la pauvreté. Et il fallait beaucoup d'ouverture pour appuyer l'autre dans ce qu'il vivait émotionnellement. Puis c'était une aventure de couple. On le vivait ensemble toujours. On partageait, on travaillait ensemble. Sans cesse, on discutait puis on échangeait sur ce à travers quoi on passait, tu sais. C'est dans la province de Jumla, une des plus pauvres du Népal, qu'Odette et François ont fait leurs premières armes en coopération. Ils ont bien connu l'Alkali, une jeune femme de 22-23 ans, mariée à Singha, un paysan pauvre mais travailleur. Singha, c'est un bon mari. Il est intelligent, il a un bon jugement, il est juste aussi. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix de l'aimer ou pas. Je suis mariée à lui. C'est mon destin. C'est important que François soit là parce que c'était comme renforcer notre expérience ensemble. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir. Je me souviens dans les villages de Jumla, les premières fois, où on voyait les gens nu-pieds dans la boue, avec les femmes avec leurs capes, avec leurs petites éclisses en feu. On regardait ça dans le village de loin, puis on se disait, mon Dieu, on est à l'âge des cavernes ici. Puis on se regardait. Puis le fait de pouvoir échanger là-dessus, ça donne une force de dire, ben oui, c'est ça, ça existe. Et puis il faut faire avec ça. Et puis il faut entrer en relation avec ces gens-là qui sont dans une autre, dans une autre vie et dans un autre siècle. Tu sais? Qu'est-ce que tu penses d'Odette?
Comme femme? Elle est formidable. Je me sens chanceux. Quand j'ai connu Odette puis j'ai vu ce qu'elle était, j'ai découvert un potentiel de relation que je croyais pas qu'il pouvait exister. On partage beaucoup les mêmes goûts, pour commencer. À la fois un goût de l'aventure, un certain attrait pour la chose intellectuelle et sportive, un drôle de mélange que je trouvais peu chez les femmes. Et puis, on partageait des rêves, celui d'avoir des enfants. Moi, j'ai jamais pensé à avoir des enfants avant de rencontrer Odette. Et puis, on a avancé là-dedans, on a fait des enfants. Moi, j'avais commencé à travailler mes champs, puis je sentais bien qu'une femme, ça me serait utile. Alors j'ai cherché, puis j'ai trouvé l'Alcali. J'ai pensé qu'elle me ferait une bonne épouse. En plus de ça, je la trouvais de mon goût. Alors on s'est mariés. Jusqu'à quel point est-ce que vous pouviez manifester votre attachement, ou vous tenir par la main, ou... Oui, ça, c'est... Dans un contexte comme le Népal, une société très hindoue, ça a été difficile. Parce que, justement, on était de manifester notre attachement. Parce qu'on était un jeune couple. Vraiment, là, en amour, on se lâchait pas, entre guillemets, on s'aimait beaucoup, on l'exprimait beaucoup. Et quand on est arrivé au Népal, on s'est fait dire à plusieurs reprises, par exemple dans des réunions, de ne pas s'asseoir l'un côté de l'autre, de ne pas se toucher, de ne pas s'embrasser. C'était mal vu et on perdait beaucoup de respect là-dedans. La société népalaise, il n'y a pas de... Les relations de mariage ne sont pas basées sur une relation amoureuse. Et ça, c'était presque impudique dans le contexte népalais. Je trouvais ça triste de renoncer à ça. Parce que tu renonces nécessairement à une vie... tu renonces à l'expression tactile, à l'expression, là, les touchés, les bisous qui te rapprochent l'un de l'autre, justement quand tu vis des choses difficiles ou dans un contexte d'éloignement. Ça rassure, c'est agréable et c'était triste de renoncer à ça. Dans beaucoup de sociétés en développement, les hommes et les femmes ont peu tendance à manifester leur attachement en public. Mais ils savent reconnaître, aussi bien que quiconque, les qualités qui font une bonne épouse ou un bon mari. Un bon mari? C'est un homme généreux, gentil avec sa femme. Il ne lui dit rien de méchant. Il ne l'embête pas pour rien. Il ne cherche pas toujours à tout contrôler. Il lui donne tout ce qu'il a. Ranava, j'ai commencé à l'aimer très vite et je l'aime toujours. Je ne l'ai jamais quitté. Il est beau, il me donne à manger, il m'achète des vêtements. Il se fâche pas, il ne me bat pas, il fait attention à moi. Ça va bien, notre vie ensemble. Pour moi, l'amour, c'est une certitude, c'est un ancrage, c'est une présence malgré l'absence. C'est un partage. Fatou, que disent les gens d'une femme qui n'est pas mariée? Oh, ils en disent beaucoup de mal. Ils racontent plein de choses à son sujet. Ils disent qu'elle n'est pas capable d'attirer un homme et bien d'autres choses encore. Ses amis la taquinent. Les autres femmes se moquent d'elle. On la rejette. On dit qu'elle ne peut pas satisfaire un homme et plein d'autres méchancetés sur son compte. Vous savez, plus une femme tarde à se marier, moins c'est bon, plus c'est difficile pour elle. On dit qu'elle n'est pas normale, qu'elle est malade. On dit qu'elle a le célibat. Et puis, elle n'aura pas d'enfants. Aucun homme ne l'a choisie pour lui faire des enfants. Vous comprenez combien ça peut être pénible de vieillir sans enfants? Mettre au monde beaucoup d'enfants, assurer ainsi sa vieillesse et du même coup se faire l'instrument de la volonté divine. En Mauritanie, malgré une pauvreté endémique, les femmes mettent au monde 6,5 enfants en moyenne. C'est 4 fois plus qu'au Canada.
Ah ça? Mais vous n'aimez pas les enfants, vous? Regardez comme elle est mignonne. C'est bien d'avoir ça. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'a rien. Il vit pourquoi? Il n'a pas d'âme, il est un peu comme un animal, comme un objet. L'âme, c'est ça. Regardez comme elle est mignonne. Il n'y a rien au monde d'aussi joli que ça. J'aimerais en avoir 6 ou 7 encore. Je voudrais vivre assez longtemps pour les voir grandir. Mais cet enfant, c'est une lourde charge, non? Ce n'est pas une charge. Chaque enfant qui naît a déjà sa vie toute tracée devant lui. Dieu a tout prévu, même ce qu'il va manger. Moi, j'y peux rien. Sa vie est déjà tracée par le destin. J'ai une relation très organique avec mes enfants. Il faut dire que je viens d'une famille de 10 enfants où ma mère a toujours été là. Et pour elle, sa vie, c'était ses enfants et maintenant, c'est ses petits-enfants. Maman, grand-maman. Alors, c'est mon modèle, entre guillemets. C'est le modèle que j'ai eu. Grand-maman Suzanne. Ici, on investit tellement dans la maternité. Là-bas, les enfants nous arrivent et c'est la vie et c'est Dieu qui nous les envoie. Ici, on planifie nos enfants, on pense en avoir 2 et on les investit de plein de choses. Tu veux pas, hein? Évidemment, les problèmes de surpopulation, dans certains pays, c'est un gros problème. Et il y a beaucoup de tentatives d'amener les populations à contrôler les naissances. Mais dans un contexte où il y a beaucoup de morts infantiles, c'est très difficile. Ces initiatives d'initier la planification de naissance, il faut toujours que ça soit fait de pair avec l'amélioration de la santé, l'accès à l'éducation, l'amélioration de l'hygiène. Ça ne peut pas se faire isolément parce que ces gens-là reposent trop, leur vieillesse repose trop sur leurs enfants et il y a trop de mortalité infantile. À Caracoles, un petit village de mineurs indiens perché au sommet des Andes boliviennes, les enfants naissent et meurent à la douzaine sous un climat inhospitalier et dans un milieu où la misère sévit. Des coopérants et des travailleurs sociaux ont bien tenté d'instruire les femmes sur leur cycle menstruel. Un échec. Les hommes d'ici n'apprécient guère que l'on s'immisce dans leur chambre à coucher, ni que leurs femmes se refusent, période fertile ou pas. Non, c'est impossible qu'une femme ait le droit de dire non à son mari, n'est-ce pas? Ça se fait pas. Et qu'est-ce qui se passe si elle dit non? Ça se passe avec des coups dans ce temps-là, non? Ça cause seulement des problèmes. C'est pour ça que les femmes ont toutes 7 ou 6 enfants. Jusqu'à 13 parfois. Ranava non plus ne croit pas au contrôle des naissances. Son père, qui était un homme sage, dit-il, a eu beaucoup d'enfants. Et Ranava souhaite que ces 2 femmes le gratifient à son tour d'une famille nombreuse. Chez les Mafa des monts Mandara, il n'est pas rare qu'une première épouse incite son mari à en prendre une deuxième. C'est moi-même qui suis allée la convaincre de venir. Elle allait pouvoir m'aider à chercher l'eau, à préparer les repas. C'est bien une coépouse. Nous travaillons difficilement ici, et moi, seule, je peux pas tout faire. Chez nous, un homme n'épouse jamais 2 femmes. Ici, vous êtes 2 avec Ranava. Comment ça se passe entre vous 3? Pas de problème. Il y a un programme d'établi.
La nouvelle mariée a priorité pendant que l'autre femme se repose un bout de temps. Après, c'est à tour de rôle. Celle qui prépare le repas, c'est son tour. Le mari décide et on n'en reparle plus. Quand ton mari rejoint l'autre femme dans sa case, tu n'es pas jalouse? Il n'y a pas de quoi être jalouse. Il était avec moi la veille, je ne peux pas me fâcher. Et puis, si moi, je ne montre pas de jalousie, il va m'aimer plus que la deuxième, à condition que l'autre soit moins gentil que moi. La polygamie est généralement mal vue en Occident, sans doute parce qu'elle se concilie mal avec le concept d'égalité des sexes qui prévaut ici. Et parce que la polygamie est surtout populaire en pays musulmans, on a tendance à l'associer à l'islam. Pourtant, la polygamie précède de beaucoup la venue de Mahomet. Ici, chez les Mafas de religion animiste, on la pratique de tout temps. Quant à Mahomet, les règles qu'il a fixées sont plutôt favorables aux femmes. Il a limité à 4 le nombre d'épouses qu'un bon musulman peut avoir. Il n'y avait avant lui aucune limite. Chez les Mafas, où on mène une vie simple liée à une agriculture de subsistance, la polygamie semble convenir à bien des femmes. Dans un contexte plus urbanisé, comme à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, plusieurs épouses y seraient encore soumises à leur corps défendant. Toi, tu es la première femme. L'homme veut prendre la deuxième. Si toi, tu refuses, il faut partir. Tu t'en vas et puis l'autre va rester. Mais si toi, tu ne veux pas quitter tes enfants, mais tu ne veux pas quitter ce foyer et puis aller te marier à un autre, et puis ainsi de suite. Peut-être que celui dernier aussi va avoir les mêmes idées, prendre 4 femmes. Donc, pour éviter tout ça, bon, tu préfères rester. Même si le gars ne t'aime pas, qu'il te minimise, tu fais tout, mais tu préfères rester auprès de tes enfants, puisque c'est ce qui est bien vu. Bon, sinon, normalement, dans la religion, même quand tu veux prendre une deuxième femme, normalement, tu dois bien t'occuper de la première, c'est-à-dire la mettre à l'aise pour ne pas qu'elle se sente frustrée, qu'elle se sente délestée, oubliée. Donc, tu dois faire un effort, toujours la mettre à l'aise, tu vois, et puis bon, faire tout ce qu'elle demande. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. En réalité, bon, il y a d'autres, ils ne négligent pas trop la première femme. Mais par contre, il y a d'autres, la première femme est rejetée. Elle est abandonnée même. C'est sûr que je me vois plus seule. Je me vois avec Étienne, avec Robert, avec François, avec ma parenté élargie. Et je transporte ça avec moi. Mon bonheur maintenant réside dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mon conjoint et dans mon ouverture sur les autres. Et ça implique, bon, c'est sûr, les gens qui m'entourent, mais aussi l'extérieur, les autres pays, les autres sociétés, les autres cultures. Dis-moi, j'ai parlé à des femmes qui étaient premières femmes et qui n'aimaient pas bien ça, penser à la seconde femme. Toi, comment tu vis ça, être la deuxième femme? Parce que bon, comment je vois ça? Enfin, je ne vis pas avec elle là-bas, je suis ici. Donc, il n'y a pas de problème. Si au moins on était dans la même cour, peut-être qu'elle allait avoir des problèmes, mais puisque je suis ici, elle aussi, elle est là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Tu n'es pas jalouse de la première? Non, je ne suis pas jalouse. Si tu étais la première femme, est-ce que tu accepterais que ton mari prenne une deuxième? Oh, enfin. Ah, Germaine, tu aurais accepté? Non. Non? Non! Pourquoi tu n'aurais pas accepté? Ah, parce que je n'aimerais pas partager mon amour. Ah oui. Mais maintenant, tu es la deuxième. Oui. Ma conception de l'amour a beaucoup changé en vivant en Asie. Parce que cette nécessité-là de toujours vivre la passion très intensément, je pense que c'est illusoire, et quand il y a des enfants en plus, de penser que l'amour peut être vécu comme ça tout le temps. Et dans ce sens-là, de voir comment les gens en Asie apprennent à vivre avec l'autre, avant même qu'il y ait de l'amour, c'est intéressant.
La vie est pas mal difficile pour les femmes ici. Beaucoup plus que pour les hommes, en tout cas. Les hommes, ils ont la responsabilité de labourer puis de terrasser les champs. Il y en a qui vont donner un coup de main pour les autres travaux. Mais la plupart des hommes, ils préfèrent s'asseoir au soleil et prendre un verre. Les femmes héritent de la différence. Nous autres, on doit porter le compost, chercher le bois, couper le fourrage pour les animaux. En plus, il faut laver la vaisselle, balayer, allumer le feu. On n'a jamais fini. Si les femmes arrêtaient de travailler, les hommes auraient bien du mal à vivre par chez nous. Comment ça se fait que dans un couple, c'est toujours au même à tout faire? Les hommes disent « T'es une femme, c'est ton travail, alors débrouille-toi. » Et on finit toujours par tout faire. Les femmes, là, dans la réalité, là, elles produisent, je dirais, 80% du travail nécessaire pour la vie et la survie de leur famille. Des fois, tu as l'impression qu'ils sont perçus comme des bêtes de somme et que c'est leur fonction et c'est comme ça. Sensibles à la dure réalité des femmes, plusieurs pays donateurs ont convenu de créer des projets en développement spécialement à leur intention. Des politiques inspirées de bons sentiments, mais qui, selon Odette, doivent être conçues et mises en application avec prudence, doigté et discernement. Une des modes récentes, c'est toute l'approche femmes et développement, genre et développement. Et on comprend qu'en Occident, chez les bailleurs de fonds, on associe souvent développement économique avec situation, conditions de femmes meilleures. Mais quand on voit la charge de travail des femmes et que les projets prétendent à une participation des femmes dans leur programme, c'est une violence de plus à leur réalité parce qu'elles sont déjà débordées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut travailler les activités qui leur demandent beaucoup de temps, il faut les améliorer, parfois au niveau technique, parfois au niveau de la gestion, pour réduire de beaucoup ce temps. Là, par exemple, l'huile. À Joomla, l'huile, faire de l'huile, ça prend des jours et des jours pour arriver à 100 millilitres d'huile. Alors, tu peux mettre sur pied, il y a des petits moulins pour moudre la farine localement que tu peux modifier techniquement pour faire en sorte qu'on puisse y extraire l'huile aussi. As-tu l'impression d'avoir perdu ton temps? Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que du point de vue occidental, quand on regarde ça, quelques écoles primaires, de l'électricité ici, des toilettes là, de la culture de légumes, une culture de rente, ça paraît pas très impressionnant, mais pour eux, c'est un changement énorme dans leur vie. Et pour toi, quand tu regardes ça? Oh, mais c'est sûr qu'on est content. C'est quelque chose de fantastique de penser que, parce que le projet est venu, qu'il y a des communautés qui réalisent qu'en s'organisant, en se mobilisant, les choses peuvent changer. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus donné ou plus reçu? Moi, j'ai l'impression d'avoir plus reçu que j'ai donné. J'ai plus reçu de toute ma vie au Népal que moi, j'ai donné personnellement. Mais c'est pas à moi de juger ce que j'ai donné. Mais je sais que moi, j'ai beaucoup reçu. Et que ça m'a changé à jamais et que je verrai plus jamais mon implication sociale, mon travail de la même façon à cause de ça. J'ai reçu une perspective sur le monde, une humanité. Et j'ai reçu surtout le fait qu'on associe beaucoup la pauvreté avec le malheur, mais c'est pas vrai. Ici, on pense que la richesse nous apporte le bonheur, c'est l'autre extrême, mais la pauvreté va pas toujours avec le malheur, en fait. J'ai vu beaucoup de sourires, malgré la précarité matérielle. Et c'est ça qui est... Et c'est une bonne leçon de vie. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, dans le fond.